La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d'îles situées dans l'océan Pacifique, à 1500 km à l'est de l'Australie et à 2000 km au nord de la Nouvelle-Zélande. Les îles Maré, Lifu, Uvea et Tiga forment la province des îles Loyauté, l'une des 3 provinces qui composent l'archipel. Contrairement à Grande-Terre, l'île principale, les îles Loyauté n'ont jamais fait l'objet d'implantation de colons et sont essentiellement habitées par les Kanaks, la population autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Les îles sont recouvertes d'une dense forêt secondaire. Depuis la fin du XIXe siècle, elles ont été reconnues comme la propriété des autorités coutumières Kanaks. C'est au cœur de cette forêt que se joue aujourd'hui le destin du santal calédonien. Jean Vaikédré, Kanak, ingénieur des mines, chimiste et ethnobotaniste, se consacre depuis plus de 10 ans à créer ici les conditions d'une renaissance d'une espèce malmenée par le passé et qui a bien failli disparaître. À ses yeux, les santals qui sont encore naturellement disséminés dans les forêts des îles Loyauté sont un véritable trésor botanique. Une richesse naturelle qui, si elle est exploitée de manière durable, pourrait devenir un atout précieux pour l'avenir du peuple kanak. Il effectue ici un repérage des arbres qui seront prochainement destinés à la coupe. Ah, ça c'est un bel arbre. Il doit avoir 40 à 50 ans, au vu des branchements que je vois ici. Ça a du cœur, ça a du bon cœur. Surtout bien abrité dans la forêt. Le santal est un petit arbre. Il peut mesurer de 5 à 12 mètres. Son écorce est sombre, profondément creusée en long et couverte de lichen. Son tronc est rectiligne, d'un diamètre de 30 à 45 cm et ses branches sont fines et dressées. Ses feuilles sont vert clair. D'abord fines et linéaires, elles changent de forme lorsqu'elles sont adultes pour devenir ovales. Ces petites fleurs sont groupées en amas aux extrémités des rameaux. Il produit un fruit charnu, la drupe, dont la pulpe attire les oiseaux. En les consommant, puis en rejetant les graines qu'ils contiennent, il contribue à la dissémination naturelle de l'espèce. Un jeune pied de santal qui doit avoir 3-4 ans. Et là, il y a une graine qui est tombée, apportée par les oiseaux, notamment le pigeon vert, le glou-glou, le nom scientifique c'est glou-glou. Il fait tomber la graine et la graine va pousser. On peut dire que le santal est en pleine croissance, une bonne croissance de ce jeune pied. On a des feuilles qui brillent et très verts, et donc une bonne croissance du jeune pied de santal. La grande originalité des santals, c'est que ce sont des hémiparasites. La chlorophylle qu'ils contiennent leur permet d'effectuer la photosynthèse. Mais durant les 10 premières années de leur vie, leurs racines sont incapables de puiser seules dans le sol l'eau et les minéraux nécessaires à leur croissance. Elles sont équipées en revanche de suçoirs qui leur permettent de prélever directement ces éléments dans les racines d'un ou de plusieurs autres végétaux avec lesquels ils se développent en symbiose. Dans les premiers temps, une plante herbacée peut suffire aux besoins du jeune santal. Plus tard, il doit trouver un hôte plus pérenne, souvent un faux gaillac, mais aussi des arbres comme le goyavier ou le papayer. Capable de parasiter ainsi sans dommage des espèces très diverses, le santal s'implante facilement sur différents types de sols. Il prospère aussi bien dans des vallées luxuriantes que sur des flancs montagneux arides. Cependant, les jeunes pieds sont fragiles et ils ont besoin de conditions très équilibrées. Trop de lumière ne leur convient pas. Ils profitent donc de leurs hôtes pour s'abriter du soleil pendant la partie la plus fragile de leur croissance. Les santals s'épanouissent en milieu ouvert.
C'est la raison pour laquelle, en forêt profonde, on les rencontre là où on va retrouver aussi un cocotier, un manguier ou un ancien champ. Des signes d'occupation de l'espace par l'homme. Le santal qui pousse naturellement ici est de l'espèce Santalum austrocaledonicum. Mais il en existe une quinzaine d'autres espèces, comme le Santalum album d'Inde ou le Santalum spicatum d'Australie. Les santals se sont développés en grande quantité dans toutes les régions tropicales et tempérées de l'océan Pacifique. Depuis l'Inde, Ceylan et l'Indonésie jusqu'aux îles Juan Fernandez à l'est, en passant par l'Australie, les îles Marquises et Hawaï. Et dans chacun de ces environnements, une espèce différente s'est développée. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont menacées, car la malédiction du santal, c'est que son parfum unique a fasciné les hommes depuis des temps immémoriaux. 17 siècles avant Jésus-Christ, on trouve trace de son importation en Égypte ancienne, où il était utilisé dans les pratiques d'embaumement. Puis, les textes mentionnent son acheminement par caravanes entières depuis l'Orient vers le monde gréco-romain. Car le berceau historique du santal, c'est l'Inde. Ici, son utilisation remonte au moins au second millénaire avant Jésus-Christ. Les santals poussaient naturellement dans tout le sous-continent et leur bois parfumé a été très tôt considéré comme sacré par le bouddhisme et l'hindouisme. Employé pour la construction de temples ou la réalisation de sculptures, appliqué sous forme de pâte sur le front des adorateurs de Krishna, ses propriétés en ont fait aussi une des bases de la médecine ayurvédique. Mais surtout, il était et est toujours aujourd'hui consumé en grande quantité sous la forme d'encens et brûlé sur les bûchers funéraires. Ces pratiques se sont diffusées avec l'expansion du bouddhisme dans toute l'Asie. Et la demande à l'exportation a fait du santal une source de richesse importante pour l'Inde. Au point qu'à la fin du XVIIIe siècle, Tipu Sultan, roi de Mysore, décrète le santal monopole royal. L'Inde s'installe comme le premier producteur mondial de santal. Mais à l'orée des années 1990, l'Inde est brutalement confrontée à un phénomène que personne n'avait voulu anticiper. Le santal indien, le santal blanc, son histoire est très riche en enseignements. Le fait que les populations terriennes n'avaient aucun droit d'exploitation. Si vous aviez un santal chez vous, vous n'aviez pas le droit de le toucher. C'était un monopole d'État. Et les populations qui auraient pu être de très bons gestionnaires de la ressource s'en sont complètement désintéressés, voire ont été contre. Dans un contexte de pauvreté et de corruption, un vaste marché de contrebande se développe et il achève de dévaster les derniers grands gisements de santal blanc. De 1993 à 2010, la production est divisée par 10. Et en 2010, la coupe est interdite. Le santal indien est menacé d'extinction. Il est classé sur les espèces menacées de la liste rouge au niveau international. C'est les leçons à retenir, en espérant qu'elles ne se reproduisent pas. Mais alors même que le santal d'Inde s'éteignait, victime de mauvaise gestion, celui de Nouvelle-Calédonie connaissait un début de renaissance. Après leur pillage, les îles mélanésiennes sont restées pendant près d'un siècle en dehors des grands circuits commerciaux. Grâce à ce répit, dans certains endroits, les santals ont commencé à se redévelopper naturellement, sur les îles Loyauté en particulier. Pour Jean Vaikedré, il s'agit d'une chance à ne pas laisser passer. Quand je me suis projeté à mettre en place quelque chose dans les îles, je me suis tout de suite dit, le santal, c'est la seule plante qui peut nous amener vers d'autres mondes. Il voit dans ce début de reprise de l'espèce une possibilité de pérenniser une ressource devenue précieuse et de resserrer autour du santal le lien entre le peuple kanak et sa terre. La terre, c'est la vie. La mère nourricière qu'est la terre, elle m'a nourri, elle nourrit ma famille, elle nourrit mon peuple. Et Marais tout entière, toutes les grandes chefferies de Marais se nourrissent de la terre. On est lié à la terre,
On est lié à l'arbre qui est devant, à la forêt, au sapin, à la mer, à la vallée, à la rivière. On ne peut pas nous dissocier. Mais il a aussi retenu les leçons du passé. Pour que le Santal calédonien ait vraiment une chance de se redévelopper, il est indispensable d'accompagner cette renaissance par la mise en place d'un mode d'exploitation durable. Le Santal dans le monde est menacé. Le Santal a disparu en Inde. Sur la Grande Terre, le Santal a disparu. Il reste quelques reliques, mais il n'y a plus de Santal. Le Santal n'est pas exploitable. On va dire, la ressource naturelle n'est pas exploitable en tant que telle. Il faut reboiser, il faut planter. Son projet, utiliser les savoir-faire d'aujourd'hui pour aider les Santals à se redévelopper en démultipliant leurs repousses par des plantations. Mais partager cette vision audacieuse de l'avenir n'a pas été simple. Ça a été difficile. Même mes frères Kanak se moquaient de moi. Quand je parlais de planter, de savoir produire, reproduire le Santal, le plan, avant de mettre en place, et tout le monde me riait au nez. Moi, j'ai mon ami, mon collègue chercheur, mon directeur de mon laboratoire, qui me dit, mais pendant que tu es en train de planter, les autres, ils ramassent du pognon en vendant de l'huile essentielle. Donc, et c'est difficile. Néanmoins, il obtient des autorités coutumières l'autorisation de mettre en place une pépinière expérimentale sur des terrains de marais. Des techniques de culture adaptées aux particularités botaniques du Santal sont mises au point. Faire, au lieu de parler. Aujourd'hui, faire germer du Santal, si on peut le faire germer de manière naturelle, meilleure façon de faire. Sous serre, des graines de Santal sont semées en même temps que des graminées qui fourniront un premier hôte que le petit plant de Santal pourra parasiter. Entre 6 et 12 mois, on procède au repiquage du Santal et on l'associe à un plant de faux gaillac qui sera un hôte définitif suffisamment dynamique et pérenne. La démarche dans la serre, c'est production de manière respectueuse de la nature. On les fait germer de manière naturelle. Après, on les fait croître de manière naturelle pour pouvoir les amener sur site. Une fois les plants développés, c'est directement dans leur milieu naturel qu'ils sont réimplantés. Nous, on ne plante pas comme beaucoup le font dans le monde. Ils rasent tout et ils plantent. Ce qu'on fait, la philosophie, c'est d'insérer le Santal dans son milieu. C'est une culture, on va dire, qui épouse l'environnement naturel des îles. Il est important que le développement de ces plantations ne se fasse pas au détriment de la biodiversité de l'île. Le parfum que va produire l'huile essentielle de Santal dépend aussi en partie des végétaux qui entourent l'arbre et vont le nourrir au cours de sa croissance. Les pieds de Santal sont donc replantés au milieu des autres espèces locales, dans des tranchées ou layons aménagés directement en forêt, à proximité de voies d'accès qui permettront l'entretien régulier des Santals et leur transport au moment de la coupe. Le Santal, il faut l'entretenir, il faut le reproduire. Avant de couper un arbre, il vaut mieux avoir au moins déjà 10 plants, 15 ou 20 plants de cet arbre plantés. C'est ça, penser à ceux qui vont arriver par la suite, après nous. Nous, on a le devoir et on doit se sacrifier même pour ça. C'est-à-dire, on doit penser et agir pour que les générations futures puissent vivre la même chose que nous aujourd'hui.